Amis des Arduino, bonjour. Et ben voilà, vous n'aurez pas eu à attendre trop longtemps pour cette seconde partie qui va expliquer en détail en fait toute la partie software que j'ai faite pour ce petit plateau tournant. Alors bon, je suis désolé, ça va être un petit peu long, mais d'un autre côté, voilà, j'ai tenu à expliquer quand même relativement de façon détaillée déjà l'approche globale, hein, pourquoi j'avais fait le soft comme ça, et après j'ai vraiment, on va dire, commenté quasiment ligne par ligne tout mon soft. Alors c'est sûr que c'est un petit peu long, mais je pense que pour certains débutants, ça pourra les aider à mieux comprendre peut-être un petit peu comment faire ce genre de programme. Alors bien sûr, s'il y a un domaine où, je veux dire, enfin, il y a 50 000 façons de faire les choses, encore plus en informatique qu'en électronique, c'est le cas ici, et je sais qu'il y a des tas de développeurs qui auraient sans doute fait ça d'une autre façon, il y en a qui auraient fait de l'objet, il y en a qui auraient fait ça en détail en plus, d'autres qui auraient fait ça au contraire en mettant tout dans 3 fonctions, enfin, il y a plein de façons de faire, il n'y en a pas forcément une bonne et une mauvaise, il y en a des différentes, il y en a qui ont des avantages, des inconvénients. Donc voilà, hein, mon but n'est pas du tout de vous montrer la façon géniale de faire ça, ça vous montre une façon de faire. Elle est discutable. Je dirais même là, je l'ai faite comme ça parce que j'avais ce côté didactique, j'aurais développé ça pour moi, je pense que j'aurais fait ça sans doute moins détaillé, un petit peu plus crade. Mais enfin voilà, encore une fois, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que ça fonctionne. Donc voilà, regardons ensemble un petit peu comment ça marche sous le capot. Donc à la base de ce projet, bien sûr, hein, j'ai bien défini exactement ce que je voulais qu'il fasse, et compris donc les interactions que je pouvais avoir avec. Hein. Donc c'est là que j'ai dit, voilà, je veux une lettre qui fasse ça, je veux une commande qui fasse ça, et ainsi de suite. Donc ça, c'était déjà quelque chose de très clair. Donc ça m'a permis bien sûr de dessiner le hardware dont j'avais besoin. Et après, bien sûr, ça va bien m'aider à définir le software. Encore une fois, hein, vouloir coder quelque chose, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, c'est même pas la peine. Après, une approche que je conseille plutôt pour faire ça, c'est j'essayais de séparer un petit peu les rôles. Or, l'idée un petit peu pour ça, c'est de regarder son appareil un petit peu comme une mini-société quelque part, où on se dirait, voilà, j'ai des employés qui sont très très performants, ils font exactement ce que je leur dis, mais il faut que ça soit simple, le plus simple possible, et de façon à ce qu'ils répètent ce qu'on a besoin. Déjà, sur un appareil comme ça, on peut essayer de définir plusieurs rôles. Ici, globalement, on peut définir quoi? On peut définir qu'il y a le rôle qui consiste à actionner le moteur. On voit que même sans interaction, hein, quand on est ici en mode tourné, par exemple, ce qu'on appelle le mode speed, il n'y a pas besoin d'avoir d'interaction, le programme fait quelque chose. C'est-à-dire qu'ici, une partie du programme va être de commander le moteur par rapport aux consignes qui ont été données. Ici, c'est tourner à une certaine vitesse. Donc ça, c'est un premier rôle ici qu'on peut voir. Ensuite, il y a un deuxième rôle qui est bien sûr le rôle ici de gérer l'entrée-sortie. Ici, à chaque fois que je vais actionner ici la commande, donc soit pour changer la vitesse, soit ici, comme on l'a vu, pour changer de mode, il faut qu'il y a une partie du programme qui va donc prendre ça en compte. Il y a une troisième partie qui est aussi une partie de l'interface utilisateur qui est la gestion de la LED. On voit ici que cette LED, elle indique le mode, hein, bleu en mode track, sinon ici, et là, voilà, avec le système de la vitesse. Mais on voit que ces actions sont relativement peu liées quelque part. Ça, c'est une bonne approche ici, donc d'essayer de simplifier ici ces tâches. Donc là, on a défini, on va dire, 3 à 4 grandes tâches de l'application. Après, justement, il faut que ces tâches elles restent, je dirais, un petit peu isolées. C'est-à-dire que ici, par exemple, je change de mode. L'idée, c'est que le programme qui gère le bouton ici, c'est pas lui qui s'occupe du mode. Il a juste à indiquer que le mode change. De même que la LED ici, elle est dépendante du mode. Elle reflète l'état du mode, mais sinon, elle ne le gère pas. Maintenant, le bouton ici, quelque part, il n'a pas à connaître la LED. C'est pas son rôle. Je veux dire, lui, quelque part, quand il fait ici un changement de mode, il indique simplement au système qu'il y a une demande de changement de mode, et son rôle ici s'arrête là. La LED ici, son rôle, c'est d'afficher l'état du mode, et c'est tout. À la limite, elle n'a pas à savoir comment ce mode est géré, ainsi de suite. Donc pour faire ça, il va falloir un petit peu découpler les tâches. Pour bien comprendre ça, on peut prendre l'analogie d'un serveur, d'un cuisinier dans un restaurant. Quand le serveur prend la commande d'un steak frites, il ne va pas commencer à aller mettre la viande sur le grill et les frites dans la friteuse. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris la commande, il la met sur un papier commun d'affichage des commandes,
Et il dit voilà, il y a pour la table 5 des frites à faire. Point barre, son rôle s'arrête là. Derrière, le cuisinier, lui, quand il voit ce truc-là, il va faire le plat, et quand ça sera fini, au pire, il dira voilà, c'est prêt. Mais c'est tout. On voit ici qu'il y a des rôles qui sont différents, sachant que ces intervenants communiquent entre eux par l'intermédiaire d'un système de données qui est commun, où à la limite chacun peut venir lire ou écrire. C'est exactement le système qu'on va utiliser ici. Pour résumer, le système de commande ici va aller écrire dans ce système de données commun, ça va être des variables communes, en gros ce qu'il veut changer. Le système ici de l'aide va refléter l'état de certaines de ces commandes. Et le moteur aussi, en fonction donc, du mode, en fonction de ce qui a été donné, va ici interagir. Donc une fois qu'on a défini un petit peu ces rôles, il va falloir les programmer, hein, justement, les transformer ici en programme. Sachant que là, on va se heurter à un autre problème quelque part, c'est que j'ai un microprocesseur ici, et que ici, si on regarde, j'ai trois choses qui sont un petit peu différentes. J'ai un programme pour la gestion de la LED, un programme pour la gestion du bouton, un programme ici pour la gestion du moteur. Alors, une solution, ça serait de faire prendre 3 Arduino, pourquoi pas, hein. D'ailleurs, des fois, quand on n'y arrive pas avec un, ça peut arriver de faire ça. Maintenant, c'est un petit peu dommage, parce que cet Arduino-là, même s'il y a un seul microprocesseur, il fait les choses extrêmement rapidement. Et tellement rapidement que, je veux dire, à la limite, j'ai pas besoin d'autant de vitesse. Ça veut dire que s'il faisait que de s'occuper du bouton, pendant 99% de son temps, il ferait rien. Donc l'idée ici, ça va être que le même programme, ici, le même microprocesseur gère ici donc différentes tâches, hein, on peut appeler ça des tâches, ici qui sont un petit peu différentes. Ici, hein, on arrive à une notion qui est apparue relativement tôt dans les gros ordinateurs du début de l'informatique, hein, qu'on appelait le time sharing, le temps partagé, hein, qui dit que le même CPU, finalement, va partager son temps entre différentes tâches. Et c'est toute l'idée, après, hein, de tout ce qu'on appelle ici multitâche. Alors, c'est pas le but de la vidéo, il y a plein de façons de faire du multitâche, mais en gros, il y a deux grandes familles, hein, ce qu'on appelle le coopératif et le préemptif. Le préemptif, c'est en gros, c'est qu'il y a un superviseur, quelque part, un OS, qui donnera du temps à chacune des tâches, mais de façon complètement indépendante d'elle-même. C'est-à-dire que les programmes, c'est comme s'ils étaient tous tout seuls. Mais pour faire ça, c'est assez complexe. D'abord, c'est assez complexe à programmer. Il faut déjà avoir, je veux dire, un certain environnement, ce que propose pas l'Arduino. L'Arduino, de base, lui, il n'offre rien par rapport à ça. Par contre, ce qu'on peut faire facilement dans les systèmes simples ici, c'est ce qu'on appelle du multitâche coopératif. Chacun va faire son travail, mais une fois qu'il aura pris le temps juste minimum pour faire son travail, eh ben, il rendra la main aux autres pour que les autres puissent aussi faire la même chose. C'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, qui est même intéressant dans la mesure où c'est beaucoup moins piégeux que le préemptif, dans la mesure où quand un programme a la main, il est sûr que les autres ne tournent pas. Donc ça lui permet, lui, de modifier des choses. Il n'y a pas de risque de conflit. Le gros inconvénient du coopératif, c'est que chaque programme, il doit vraiment coopérer. C'est-à-dire que si à un moment donné, il prend plus de temps pour faire sa petite tambouille où il ne rend pas le temps aux autres, eh ben, il bloque tout le monde. Pour la petite histoire, le OS Mac, un des tout premiers Macintosh, ils étaient coopératifs. Mais si un programmeur faisait pas gaffe et rendait pas la main au système, eh ben, il bloquait tout le monde. Derrière, Excel, tout ça, ça tournait plus. Enfin bref, ici, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Donc là, on va utiliser, comme on va le voir, un petit système, on va dire, multitâche, je veux dire, mais vraiment basique, hein, et de type coopératif, qui finalement va donner un petit peu de temps à chacun des programmes de gestion différents, mais qui, eux, finalement, vont réussir à être assez indépendants, à gérer que leur partie, ce qui, bien sûr, simplifie ici et la mise au point et les interactions. Alors, regardons maintenant un petit peu comment on fait ça. Bien, donc j'ai développé ça bon, dans l'éditeur Arduino standard, hein, bien que pour info, hein, j'utilise aussi des fois Visual Code, hein, qui a des plugins pour Arduino, c'est pas mal aussi. Alors là, l'idée donc c'est, alors bien sûr, bon, toujours un peu de commentaires. Hein. De toute façon, hein, comme je dis, hein, le source sera sur mon site. Bon, donc là, je rappelle un petit peu, je veux dire, le fonctionnement hein, quelque part. Hein, ça c'est plus pour mémoire. Bon, c'est de l'open source, hein, donc c'est une bonne idée de mettre ici hein, la notice d'open source. Hein. Ici, j'ai choisi un truc mythe. Hein, c'est en gros, tant que vous dites d'où ça vient, vous avez le droit de tout faire avec. Par contre, je suis responsable de rien si vous tuez votre grand-mère avec. Ici, moi j'ai l'habitude de le faire. C'est vrai qu'avec un contrôle de source, c'est pas forcément utile. Ici, je mets un petit peu les modifs que j'ai faites. Hein, ici, donc voilà. Et ensuite, alors on va voir, je définis un certain nombre de constantes. Et après, donc ici, le code.
Alors, quel est l'intérêt ici de définir des constantes? Alors, ces constantes-là, bon, il y a plusieurs façons de les définir, hein. Ici, moi, je le fais avec des macros. On peut aussi, bien sûr, le faire avec des consts, hein. Enfin, ici, c'est pas tellement important. Alors, dans quel cas il faut définir des constantes? Déjà, j'ai l'habitude de définir toutes les pins en fait d'entrée-sortie sous forme de constantes. Alors, c'est quoi l'intérêt? Le premier intérêt, c'est que c'est quand même beaucoup plus euh, facile à lire de faire un digital read de init note dir, où on sait de quoi il s'agit, que de faire un 3. Ça rend le programme bien sûr beaucoup plus lisible. Et puis surtout, hein, ce programme-là, il marcherait sur quasiment n'importe quel Arduino. Donc ça permet éventuellement aussi, si on change d'Arduino, éventuellement de réaffecter très facilement les pins d'entrée-sortie sans avoir à écrire le programme. Alors après, bah, chacun prend les conventions de nom qu'il veut, hein. Moi, je mets toujours mes constantes qui commencent par K. Out, là, quand c'est une sortie. Int, si c'est une entrée. Donc là, on retrouve ici les LED. Alors j'utilise aussi la LED qui est sur la platine de l'Arduino. Ici, donc, les trois sorties de voie de commande du moteur, hein, direction, pas, enable. Et ici, les trois entrées qui correspondent donc au bouton. Alors, sachant que le bouton c'est symétrique, hein, mais sur les deux phases en fait du bouton, il y en a une que je vais utiliser comme horloge et l'autre donc comme indication de direction. À la limite, on pourrait très bien inverser ici 2 et 3, ça marcherait pareil. Ici, le fameux bouton ici. Ensuite, je définis ici un certain nombre de constantes, ici, importantes du programme. Alors, là, c'est pareil, il y a plusieurs approches, hein. Il y en a qui disent que toutes les valeurs numériques du programme doivent être définies avec des constantes. Moi, je suis un peu plus light que ça, mais en gros, l'idée, c'est que je mets ici en constante tous les paramètres que je veux pouvoir changer assez facilement sans avoir besoin d'aller trifouiller dans le programme. Mais surtout, par contre, la règle d'or pour moi à respecter, c'est que si une valeur est utilisée à plusieurs endroits, là, il faut faire une constante. Parce que sinon, ça devient imbitable. Hein, si, imaginez qu'il y a une valeur qui doit valoir 5, mais qui est à 3 endroits, vous allez faire quoi? Chercher tous les 5 du programme, si ça se trouve, il y en a d'autres. Enfin voilà, là c'est vraiment une question de sécurité, façon de parler, mais enfin d'éviter les erreurs. Donc voilà, donc ici, là je vais définir un certain nombre donc, de constantes. Hein. Ici, en gros, on va le voir, hein, il y a, dans ma boucle principale, j'ai deux vitesses en fait. J'ai les processus qui doivent aller très vite et ceux moins vite. Donc là, en gros, c'est l'unité de temps des processus rapides. Donc là, j'ai choisi 20 microsecondes. C'est-à-dire qu'on va dire l'horloge quelque part, hein, le cœur pour les processus rapides, l'unité de base, ça sera 20 microsecondes. Ici, comme on va le voir, j'ai prévu une petite tempo, de façon à ce que l'impulsion de commande de direction soit pas quand même trop courte. Hein. Là, j'ai fait 4 microsecondes. Normalement, hein, d'après le datasheet, on peut descendre à 1. Bon, enfin là, c'est quand même plutôt mieux, enfin si on peut mettre un petit peu plus. Et ça, c'est aussi le temps. Je me suis aperçu que la broche enable, si on la mettait à 1 trop et qu'on attaquait le système trop vite, en fait, il n'a pas trop le temps de se réveiller, le programme, et il fait des impulsions pas terribles. Donc ici, j'ai rajouté une tempo de 10 millisecondes. Quand la commande du moteur était au repos et que je la réactive, j'attends 10 millisecondes, le temps que tout le monde se réveille à l'intérieur. Là, en gros, ça va être la vitesse min-max que je définis ici pour le moteur. Il faut bien voir que ce moteur, quand je règle quelque part la vitesse, on peut voir comme je règle la fréquence en fait des impulsions. Mais par contre, pour sortir ici cette fréquence, je le transforme en période en fait. Je le transforme en un délai qui espace chaque impulsion. Donc ici, je définis quelque part le min et le max, et l'unité de ça, c'est le micro-idle step ici. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais convertir une valeur, comme on voit ici, de 0 à 100, hein, mais on pourrait le changer, dans une période, en fait, qui va de 100 à 10 000. Donc ça, c'est ces constantes-là. Ça, c'est pareil, c'est la vitesse maximum. Hein. Donc comme je dis, ici, j'ai choisi de 0 à 100. Ici, c'est l'incrément. C'est-à-dire, en gros, à chaque fois que je tourne le bouton en mode speed, de combien j'augmente la vitesse. Parce que faire de 1, ça m'oblige à faire 100 impulsions, et puis ça donnait trop finalement de détails. Maintenant, si on veut avoir beaucoup plus de précision, rien n'empêche ici de changer. On peut mettre ce qu'on veut. Et ici, c'est pareil. L'incrément de base, quand je suis en mode track, c'est-à-dire il avance de 2 pas, sachant qu'on va voir que grâce à un système, quand on tourne vite, il va ici plus vite. Donc voilà, ça c'est ici donc toutes les constantes importantes. Et alors, on peut bien sûr les changer ici, recompiler le programme sans changer une ligne, ça peut changer un certain nombre de choses. Condition bien sûr d'être raisonnable. Si par exemple ici on met 1,
Je veux dire, dans la mesure où de toute façon la précision, la variable micro d'un Arduino sur un truc comme ça, je crois que c'est 2 ou 4, ça n'a plus tellement de sens ici. Enfin, c'est comme dans toutes les valeurs, il faut être raisonnable. Maintenant, ici, on va définir donc ce qu'on appelle les variables globales, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont permettre en fait à tous ces systèmes-là de connaître leur état et de dialoguer entre eux. Alors, dans ces variables globales, il y en a de plusieurs sortes. Il y en a qui sont justement partagées, comme je disais, c'est-à-dire que chacun va les lire. Il y en a qui vont être juste utilisées de façon privée par les différents systèmes. Bon, on aurait pu faire ça en objet, avec des publics, privés et tout ça. Bon, ici, je veux dire, il y en a peu et c'est aussi simple ici de faire comme ça. Ça et ça, en gros, c'est, comme on va le voir, ça c'est pour la gestion en fait de la boucle principale des deux timers en fait ici qui donnent les rythmes. Et donc le principe toujours de ce truc-là, c'est de mémoriser la dernière valeur du compteur interne de l'Arduino et de le comparer à la valeur actuelle. Donc ici, voilà, c'est qu'à chaque itération, il mémorise ça ici. Ici, là, on a la vitesse. Donc ça, justement, c'est donc cette variable-là, elle dit à quelle vitesse doit tourner le moteur et elle dit aussi dans quel sens elle doit le faire. Et en même temps, s'il tourne ou pas. Donc là, l'idée, c'est que si ça vaut 0, eh ben, le moteur est arrêté. Il peut varier entre moins max speed et plus max spin. C'est-à-dire, en gros, le signe ici indique la direction. Là, on voit que c'est des longs non signés. Ici, c'est des longs signés. Le délai, donc ça, en gros, c'est la fameuse période. C'est-à-dire que le pulse délai ici, il est calculé par le système de façon à être en relation ici avec la speed. Et en gros, c'est le nombre d'intervalles rapides qu'il faut attendre entre chaque impulsion du moteur. Ici, ça dit si le moteur est enable ou pas. Donc ça, c'est un booléen. Ici, ça, c'est pour la gestion du bouton. Ici, c'est-à-dire que ça, c'est pareil, c'est pour vérifier l'état du bouton. Je rappelle que le principe du bouton, c'est que quand l'entrée clock varie de 0 à 1, on sait qu'il a été manipulé. Et en regardant l'autre entrée, on voit si ça tourne dans un sens ou dans l'autre. Donc pour faire ça, c'est pareil, il garde le dernier état connu, et ça lui permet de détecter quand il tourne de 0 à 1. Et ça ici, c'est pour en mode track, savoir justement s'il tourne vite ou pas. En regardant le temps qui s'est écoulé depuis la dernière action, ça va permettre donc de savoir si on manipule vite ou pas et donc de faire varier l'info. Ici, c'est le fameux mode. Donc ça nous dit s'il est en mode track ou pas. Donc là, si c'est faux, c'est qu'il est en mode speed en fait. Ici, ça c'est justement pour le mode track, où en gros, qu'est-ce qu'il fait en mode track? On lui calcule une position cible, et lui, regarde, il connaît sa position actuelle. Quand elles sont identiques, c'est que ils sont en phase. Si c'est pas identique, on va voir qu'il fait tourner dans un sens ou dans l'autre de telle façon à ce que le moteur atteigne cette position target. Donc voilà ici toutes les variables globales que l'on a. On voit qu'il n'y en a pas énormément. Un programme Arduino, ça commence toujours par le setup, ici, qui est une fonction qui est built-in, on va dire, dans l'Arduino, et qui va permettre, en fait, d'initialiser les entrées-sorties, de tout mettre, de tout comme il faut. Donc ici, on va initialiser les pins d'entrée-sortie, sachant que les entrées ici, j'utilise in pull-up parce que comme je l'ai montré dans le hard, je veux avoir les pull-up ici de l'Arduino. Là, j'initialise ici le clock. Donc ça, c'est pour initialiser ici la valeur. Le mieux, c'est d'appeler déjà un digital read, vu que c'est lui en fait qui va mémoriser le dernier. Ensuite, je mets ici toutes les sorties en mode sortie. Voilà. J'en initialise certaines. Et ici, très rapidement, donc je disable ici le moteur. Ensuite, on a vu que, moi j'aime bien faire ça, au démarrage, on a vu qu'il testait les LED en faisant les 3 couleurs et 5 petits flashs. Donc on le voit ici. En fait, ici, on verra les fonctions de LED. Donc il allume les LED rouges, vert, bleu, avec une demi-seconde ici d'attente entre les deux. Et ici, on voit qu'il fait 5 fois, en fait, un petit flash de 20 millisecondes de la LED rouge. Et derrière, il éteint la LED CPU. Alors moi, j'ai choisi que la petite LED CPU sur le truc, elle est à l'image du enable du moteur. Et ensuite, ici, je choisis que par défaut, je suis en mode speed. On verra qu'il y a deux fonctions, une qui met le mode speed, l'une qui met le mode track. Et là, je choisis d'être en mode speed. Si on voulait qu'à l'init, on soit en mode track, il suffirait de faire 7 modes track. Ce serait pas plus compliqué que ça. Alors maintenant, on va tout de suite passer à la boucle principale, ici. Qui, je veux dire, une fois qu'un Arduino il a fait son setup, il va appeler loop tout le temps, qu'on appelle la boucle principale. Et c'est là qu'on va voir notre système un petit peu multitâche
coopératif vraiment simplifié. Il y a deux sortes ici de tâches, celle qui doit, comme je l'ai dit, être appelée rapidement, et celle qui doit l'être moins rapidement. Donc là, ça va être tout ce qui est rapide. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? On voit que la variable micro ici de l'Arduino, elle s'incrémente, normalement toutes les microsecondes, mais je veux dire, enfin, ça va tellement vite une microseconde qu'ici, on verrait même pas un 2, 3, 4. Selon les Arduino, ça s'augmente plus ou moins vite. Et donc ici, je regarde dans une variable locale la valeur actuelle de micro. Alors ça c'est le piège, le bug hyper connu, c'est que tous les X temps, cette variable, elle va faire ce qu'on appelle un rollover, c'est-à-dire qu'elle va arriver à son maximum et repartir à zéro. Et ça, c'est une grosse cause de bug qui est très connue. Donc en gros, si à un moment donné, je vois que le temps quelque part, c'est inversé, c'est-à-dire que la valeur actuelle de micro est inférieure à la dernière, c'est que j'ai eu un rollover, et dans ce cas-là, je le remets ici à zéro. Ensuite, ici, ben voilà, c'est là qu'on voit que je refais ici ma variable de temps. Faut bien voir que l'intérêt ici d'avoir des idles, enfin d'avoir des appels tous les X, c'est pas forcément de dire que ça permet de faire le travail moins souvent, c'est surtout que après ça donne une unité de temps. C'est un petit peu, je sais que tel système, il est appelé tous les X, donc ça aide vraiment, je veux dire, dans la logique quelque part. Donc ici, si je vois que le nombre de microsecondes depuis la dernière fois est supérieur à la période que je me suis fixée ici, donc pour chaque ce que j'appelle les microtiques, ici, eh ben, je mémorise pour la prochaine fois la valeur actuelle de micro, et là j'appelle en fait mes deux systèmes qui ont besoin d'être appelés rapidement. Donc en fait tout ce que j'appelle idle ici, c'est justement la gestion de la tâche. En gros, c'est je dis à ces systèmes-là, bah vas-y, tiens, je te donne un petit peu de temps, fais ce que tu veux, mais garde pas la main trop longtemps, fais au mieux ce que tu as à faire et rends-moi la main. Donc ici, ça va être pour la gestion du moteur, ici pour la gestion de la rotation. Alors pourquoi j'ai pris déjà des micros et pas des millis? Pourquoi? Parce que au niveau du moteur, la fréquence max quelque part, c'est une milliseconde, donc on pourrait se dire qu'on l'appelle comme ça. À la limite, j'ai pas besoin d'aller plus. Le problème, c'est un problème de résolution. C'est que c'est un truc qui est très connu, on retrouve ça dans les PLL, les choses comme ça, c'est que si je dis que je suis appelé toutes les millisecondes, on voit que je pourrais pas avoir d'autre choix que de donner une impulsion toutes les millisecondes, ou les 2, ou les 3, ou les 4. Alors si on passe de 1 milliseconde à 2 millisecondes sur un moteur, le délai, eh ben, on voit déjà qu'on divise la vitesse par 2. C'est-à-dire qu'on va perdre énormément de résolution de vitesse. Pour ça qu'ici, en allant plus vite, eh ben, ça permet de régler quand même la vitesse de façon beaucoup plus, on va dire, continue quelque part. C'est pour ça que je l'ai mis ici. Et pourquoi aussi le bouton? Parce que c'est pareil, le bouton, je veux dire, quand on le tourne vite, à la milliseconde, c'est pas assez rapide, on n'arrive pas à le choper. Donc voilà ici ces deux temps. Ensuite, là, je te donne des temps qui sont moins rapides, hein, donc ce que j'ai appelé le millizone ticker. Et là, à la limite, je même pas besoin de gérer le rollover. C'est-à-dire ici, je prends le milli, quand je vois que c'est différent, eh ben, je sais que il y a une milliseconde au moins de passer. À la limite, le nombre en lui-même, j'en ai rien à foutre. Donc là, j'ai pas de problème du rollover, vu que je fais juste ici un différent. Et là, je vais appeler quoi? Je vais appeler la gestion ici du mode. Ici, la gestion du bouton de changement de mode, hein, qui elle n'a pas besoin d'être rapide. Et ici, la gestion des LED. Donc voilà, et on retrouve bien ici, dans ce petit moteur quelque part multitâche hyper simplifié, eh ben, que je donne ici donc la main successivement, ici à tout le monde. Ici, donc là, j'ai bien séparé. Ici, on a la gestion des LED. Voilà, je l'ai appelé ici tout ce qui est LED contrôle. Bon là, j'ai fait quelque chose de très simple, hein, ici, donc, j'ai fait vraiment des fonctions très simples, sachant que comme je veux toujours allumer qu'une des trois LED, hein, rouge, vert ou bleu ou rien, et ben ici, voilà, j'ai dit je veux allumer la LED red. Donc ici, ben, on voit que c'est inversé, hein, je rappelle, vu que les LED sont en anode commune, ben ici, je mets la sortie ici à rouge, et les deux autres ici, comme ça. Ici, green, ben pareil, enfin vous avez compris le principe, bleu, et off, ben, je mets tout le monde éteint. Et donc, le programme qui gère les LED, bah en fait, on voit qu'il va bien faire correspondre l'état des LED à l'état. Donc, il dit, si je suis en mode track, eh ben, j'allume le bleu. Sinon, si je suis arrêté, j'explique vos zéros, bah, j'éteins tout. Si j'ai dépassé ou est égal à la vitesse maximum, je mets ride. Sinon, je mets vert. Et ici, on voit que je prends la valeur absolue, dans la mesure où je me fous, en fait, du signe.
Et voilà, on voit que c'est très très simple ici. Alors on va dire, bah, ce truc-là, il appelle tout le temps, il n'arrête pas de faire des digital write. Mais c'est pas du tout un problème. Je veux dire, enfin, d'un point de vue logique, je veux dire, c'est absolument pas gênant de faire un write ici d'un truc qui est déjà mis. C'est-à-dire, écrire un niveau bas sur un truc qui est déjà bas, ça sert à rien. Et ici, je veux dire, enfin, il n'y a même pas d'optime. C'est-à-dire que d'aller avoir une variable d'état pour aller mettre le write que si ça a changé, ça donne rien du tout. Et écrire dans une mémoire ou dans un port d'entrée-sortie, ici c'est pareil. Alors c'est pas toujours vrai, hein. Si on a par exemple des interfaces I2C ou des choses comme ça, là, on peut être amené à optimiser. Mais ici, il n'y a vraiment pas besoin. Donc voilà, ici on voit qu'on a bien géré toute la partie UI sortante de LED. Et on voit qu'elle est vraiment le plus indépendante possible, vu qu'elle s'occupe bien des LED. Hein. Il y a qu'elle qui a le droit en gros d'écrire là-dedans. Mais... Donc cette procédure qui lit ici le bouton, elle rend 0 s'il n'a pas bougé, et sinon elle va rendre en fait une valeur positive ou négative selon le sens, et dont la valeur peut être de 1 ou du step en fonction ici du mode. Donc pour faire ça, elle regarde l'horloge, donc justement si elle voit que ça n'a pas changé, ça fait rien. Donc là, il y a un petit délai pour faire ici de l'anti-rebond, parce que sinon ça marche pas tellement bien. Donc là, tout de suite, elle remémorise pour le coup d'avant. Et elle regarde ce qui a changé. Donc si ici c'est low, ça veut dire que c'est passé de 1 à 0, et donc moi ça m'intéresse pas, vu que je veux gérer que les passages de 0 à 1. Et sinon ici, je vais calculer ici le step. Alors c'est ici que j'ai ce truc ici qui est pas linéaire. C'est-à-dire qu'ici, quand je suis en mode track, ici, qu'est-ce que je fais? Je regarde la différence de temps par rapport à la dernière action, et selon l'ancienneté, ben en fait j'augmente ici le pas. C'est-à-dire on voit que si ça tourne très vite, eh ben j'augmente le pas par 8, alors que sinon je l'augmente par 4, sinon par 2, sinon ben, je l'augmente pas. Donc c'est ça qui fait le côté ici non linéaire. Pour info, rien n'interdirait de le faire tout le temps pour la vitesse, mais je trouve que c'était pas tellement intéressant. Et sinon, si je suis en mode normal, eh ben je rends ici un incrément pour la vitesse. Et là, je mémorise pour la prochaine fois donc le temps où le bouton a été donné. Ici, après, je vais bien sûr mettre la direction, c'est-à-dire que là, j'ai toujours calculé en positif, et si je vois que au moment donc du changement, le bouton ici, il est en position basse, eh ben, j'inverse ici le signe, hein, ça prouve que je tourne le truc dans l'autre sens. Et ici, donc, je rends le système. Alors, j'aurais aussi pu faire ça avec des interruptions, hein, mais ici, j'ai voulu faire ça de façon simple. Ici, on retrouve justement la tâche du bouton, hein, le fameux idle. Donc en gros, bah, lui, il lit le bouton. Si c'est 0, eh ben, il fait rien. Et sinon, bah, selon le mode, il va mettre à jour, hein, comme on l'a vu, c'est sa tâche, la variable d'environnement qui lui dit ce qu'il faut faire. Donc en gros, si il est en mode track, bah, en fait, il va changer, comme on va le voir, la position relative en lui disant augmente ou diminue. Et si c'est la vitesse, eh ben, il va mettre ici la vitesse. Donc voilà pour la partie rotation. On voit qu'il y a ces deux fonctions. Maintenant, on va voir la gestion justement du mode, hein, c'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton. Hein. Ici, si on voit qu'il n'est pas appuyé, eh ben, il fait rien. Si par contre il est appuyé, là, on attend qu'il ne le soit pas. Alors là, on peut voir quelque chose, c'est que là, je suis pas tellement gentil, parce qu'en gros, tant que je suis appuyé, je rends pas la main. Hein. Ici, j'ai une boucle, et j'arrête tout le système. D'un autre côté, c'est ce que je veux faire quelque part. Je veux dire, à la limite, autant arrêter tout. Ici, je veux dire, enfin, c'est un blocage, mais c'est un blocage qui est voulu. Ici, de faire ça. Alors, c'est pas forcément intelligent de faire ça. Si un jour je rajoutais d'autres tâches qui, elles, ne doivent pas être interrompues, bah là, il me faudra une variable d'état. Bon, ici, donc, j'ai fait ici comme ça. Hein, ça, alors, faut savoir aussi un truc qui est intéressant, c'est que le fait d'appeler ça toutes les millisecondes, bah, quelque part, ça gère aussi l'anti-rebond. On n'a pas tellement à s'en occuper, c'est aussi un des avantages. Et ici, eh ben, je change le mode. En gros, si je suis en mode track, eh ben, je le remets en mode speed. Si je suis en mode sinon, ben, je le remets en mode track, vu que chaque fois que j'appuie sur le bouton, je l'inverse. Encore une fois, on voit bien la séparation des tâches. Lui, je suis content de changer le mode, il s'occupe pas d'autre chose. Maintenant ici, le contrôle du moteur. Le moteur, en gros, déjà, lui, le but, c'est de lui envoyer des impulsions, donc à une période qui dépend donc de la vitesse. Hein. Ça, c'est ce qui envoie une impulsion au moteur. Donc voilà, on voit, hein, ça met la sortie step à 1. Ça donc met la tempo ici hein, de quelques microsecondes ici et ça le remet à l'eau. Donc ça c'est bien ce qui va donner une impulsion, donc qui va déclencher un pas du moteur. Ici c'est pour mettre le moteur en route. Ici le enable moteur, hein, on voit qu'en même temps, comme j'ai dit, j'ai couplé la lettre du CPU avec.
Là, je mets donc la sortie à 0, hein, ce qui a pour effet donc d'inébler. Et si je vois que il n'était pas arrêté avant, eh ben c'est là que je mets mon fameux délai ici qui lui permet de se réveiller. Et donc ça c'est ce qui va mettre le moteur en route. Le disable moteur, lui en fait, eh ben il est dans l'autre sens. Pas besoin de délai, hein, il met la LED à 0, il met le height et il dit que c'est faux. Ici, le set speed, c'est comme ça qu'on règle la vitesse. C'est-à-dire à tout moment, moi, si j'appelle set speed, je vais dire au système de moteur, bah, c'est ça la vitesse, sachant que si c'est 0, bah, ça avance pas. Et ici, bien sûr, je vais le borner. C'est-à-dire, en fait, set speed, je peux appeler ce que je veux, mais si la vitesse que je demande est en dehors des limites, eh ben, elle sera ramenée dans les limites. Hein, c'est le rôle de cette super fonction qui s'appelle constraint ici. Maintenant, ici, la gestion de la tâche moteur, hein. Donc là, bah, on voit que si la vitesse est 0, bah, il n'a rien à faire, il arrête le moteur. S'il voit par contre que le temps entre deux périodes n'est pas fini, eh ben, ce compteur, il le décrémente et il se casse. Sinon, ça y est, c'est que le délai est fini. Donc là, ici, il met en route le moteur au besoin. Hein, on a vu qu'enable, si déjà enable, bah, ça fait rien. Ici, si la vitesse est positive, eh ben, ici, il va faire deux choses. Il va mettre la sortie direction dans un sens pour indiquer la direction, et en même temps, vu qu'il va donner un step, ça c'est que pour le mode track, il va aussi lui dire bah, ma position a augmenté. Et sinon, bah, il met la direction dans l'autre sens et il décrémente la position. Il donne sa petite impulsion pour faire le système, et il recalcule ici le délai pour l'impulsion suivante. Et c'est là qu'on retrouve bien la formule, bah, la période est égale à 1 sur la fréquence. Donc ici, j'ai bien ici ce calcul-là, qui me donne en fait le délai qu'il faut attendre entre deux impulsions en fonction de la vitesse. Et maintenant, il reste plus ici que la gestion du mode. Ici, donc là, c'est là qu'on peut choisir en quel mode on est. Donc en mode speed, eh ben, track est faux. Et là, à chaque fois qu'on change, moi, il remet la vitesse à 0. C'est-à-dire que le mode speed, il dit, bah, je m'arrête. Et sinon, là, si j'appelle le mode track, eh ben, je me mets en mode track et il initialise en disant que les deux positions sont à 0 et la vitesse ici est à 0. Quand on est en mode track, ici, c'est ici qu'on va lui donner la position. Alors on pourrait lui donner en absolu, mais comme je n'ai pas besoin, je n'ai pas fait la fonction. Ici, la position, c'est je lui donne un incrément ou pas. En gros, c'est relatif, c'est-à-dire je lui dis par rapport à ta position actuelle, augmente de x ou diminue de x. Donc on voit bah, qu'il se contente d'ajouter à la position cible l'incrément que je veux. Et il reste plus ici que la gestion de la tâche mode. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Bah, s'il n'est pas en mode track, en fait, il n'a rien à faire, vu que la vitesse suffit. Sinon, bah, il voit que si il a atteint la position cible, c'est-à-dire que maintenant, il est au bon endroit, et ben ici, en gros, il s'arrête, hein, il dit, bah, c'est bon, je repars à 0, il n'a plus besoin de garder sa position, et il arrête le moteur. Et sinon, eh ben, il va calculer la vitesse, qui est égale à la différence entre les deux. Alors ça, c'est intéressant dans le sens où aussi, on s'aperçoit que plus il approche de la position cible, plus sa vitesse diminue. Ce qui donne un effet, justement, comme on a vu, qui est un peu moins hard, si tu veux, avec des accélérations et des décélérations qui sont beaucoup plus soft ici. Et donc, bah, vu qu'en même temps, il fait la différence entre la cible et la position, bah, on voit que ça va bien mettre aussi le signe de la vitesse et donc le sens. Et voilà, on a tout vu. Alors, là, bon, ça paraît beaucoup parce que j'ai fait beaucoup d'explications, mais si on regarde bien comme ça, si on enlève les commentaires et tout ça du code, enfin, il y en a pas tant que ça. Hein, je veux dire, il y a quand même beaucoup. En plus, moi, j'ai toujours tendance dans mes programmes à beaucoup espacer verticalement ici. Et on voit que ça utilise quand même peu. Alors, je vais pas non plus chercher à ici à optimiser, mais on voit que quand on le compile ici, on va avoir relativement peu. Voilà, il utilise que 9% de l'espace de stockage. Ben, sur 30K, il utilise que 2,7K. Et les variables utilisent 1% de la RAM, hein, 40 octets. Donc vraiment, ici, comme on voit, on pourrait facilement rajouter ici des choses. Sachant qu'en même temps, ici, encore une fois, mon but était de faire un programme, on va dire, didactique. Donc, je n'ai pas non plus cherché à optimiser. Ce programme, il est optimisable. Et puis, encore une fois, on peut le faire de 50 000 façons. Voilà pour cette donc longue explication. Alors évidemment, je vais mettre ce source hein, et le schéma et tout sur mon site, hein, donc vous pourrez à loisir le télécharger, le regarder, le modifier si vous voulez, vous en inspirer. Enfin encore une fois, c'est de l'open source, faites-vous plaisir. Il n'y a
aucune limitation. Et je rappelle aussi, hein, comme j'ai déjà dit, que ça marche sur n'importe quel Arduino. Vous pouvez très bien faire ça sur un Arduino normal, un Nano, enfin je veux dire, c'est vraiment pas spécifique du tout à l'Arduino Micro. Pour info, j'ai quand même fait une petite modif. Je vous montre ça en image. J'ai changé en fait le pas. Au lieu d'être à 400 pas par tour, je suis passé à 800. C'est-à-dire j'ai mis des quarts de pas ici. Et si on regarde bien, eh ben, je trouve que ça marche beaucoup mieux. Alors c'est vrai que ça va 2 fois moins vite. D'un autre côté, il est déjà un peu trop vite. Et ici, il répond beaucoup mieux en fait. Et avec beaucoup moins d'à-coups. Donc je pense que je vais le laisser comme ça, ici, par rapport à la première version. Et sinon, alors c'est vrai que comme ça tourne, le plateau ici, certains ont dit qu'il était brillant. Alors ça, c'est une question d'aspect. Mais en même temps, des fois, il a tendance à déraper un peu. Donc je pense que je vais lui faire une sorte de coup de dessus en caoutchouc, ce qui permettra de le rendre ici plus aériquement. Mais je pense que je vais le laisser comme ça en quart de pas. Il marche vraiment pour moi beaucoup mieux. Voilà donc pour cette longue vidéo. Je suis désolé. Tiens, Maurice. Ah, Maurice, ça va? Eh ouais, bah oui, il y a du vent, il y a du vent. Alors tu fais quoi? T'es resté sous la couette avec pincette. Ah bah c'est bien. Et tu te poses une question. Oh là là, quelle question tu te poses? Tu veux savoir si tu veux l'épouser? Oh là là, tu sais, un mec a dit, le mariage c'est comme une citadelle assiégée. Ceux qui sont dehors veulent y rentrer, ceux qui sont dedans, ils veulent sortir. Alors réfléchis bien. Allez, là-dessus, j'espère que je vais pas m'envoler parce que ça souffle fort, que PO, le roi de la programmation, vous inspire, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.